Sur la télévision togolaise, Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les ministres en charge de l'emploi dans des pays de l'UEMOA étaient réunis ce vendredi à Lomé à l'ordre du jour la promotion de l'employabilité des jeunes et des femmes. À découvrir dans ce journal. Les opérateurs économiques, eux, sont invités à mieux promouvoir leurs produits grâce à la marque qu'il est primordial de protéger selon l'OAPI, l'Organisation africaine de la protection intellectuelle. À découvrir également dans ce journal. Et puis au chapitre carnet noir, nécrologie, dernière cérémonie d'hommage au désormais feu Atabou Djinefa Kossi, ancien préfet du Golfe décédé le 4 août dernier. Sa famille d'armes administratives et politiques était réunie à la préfecture ce matin pour lui dire adieu. Voilà pour les titres. Cela fait plusieurs années déjà que le Togo s'est lancé sur la voie des réformes économiques pour l'amélioration du climat des affaires. Et ces réformes se sont vite accélérées avec plusieurs initiatives prises pour faciliter l'installation des investisseurs togolais et étrangers dans le pays. Et ces réformes ont impacté ces dernières années le climat des affaires grâce à la cellule climat des affaires justement mise en place au Togo. Ce soir, Dodo Haré nous fait le point de toutes ces réformes. Au lieu de 90 jours, l'on peut obtenir le permis de construire en seulement 2 semaines, soit 10 jours tout au plus. Le circuit des dossiers est sécurisé avec 0 risque de perte de données. Les formalités sont aussi moins pénibles qu'auparavant. La dynamique est portée par la cellule climat des affaires, une cellule dont les visions sont portées par le chef de l'État Faure Essozi Mnanya Simbe. Il y a eu beaucoup d'évolution, il y a eu beaucoup de modernisation. Le coût est beaucoup amoindri parce qu'aujourd'hui, le mètre carré de construction projetée est facturé seulement 100 francs. Aujourd'hui, il n'y a pas de contact entre l'architecte porteur du projet et ceux qui instruisent. Donc, toutes les relations se font en ligne. Même quand il faut payer, vous allez à un guichet unique, payer. Vous postez le reçu de paiement en ligne également. Et puis quand votre permis est prêt, on vous dit que votre permis est prêt, il est signé. Vous pouvez envoyer votre planton ou un collaborateur pour retirer ça à la mairie. La digitalisation des institutions en lien avec le monde des affaires est donc l'une des missions que le président de la République a confiées à la cellule climat des affaires. Des ressources ont été mises à disposition et les secteurs ciblés en dehors du permis de construire sont le commerce transfrontalier, l'exécution de contrats, le paiement des impôts et taxes, la création d'entreprises, le raccordement à l'électricité, l'obtention de prêts, le transfert de propriété, entre autres. Les réformes se sont enchaînées dans tous ces secteurs et le Togo s'en sort avec plus d'investissements étrangers et de nouveaux emplois pour les jeunes Togolais. Les efforts de la cellule ont créé beaucoup d'impact dans le monde des affaires et ont d'ailleurs fait parler du Togo dans plusieurs rapports, ceux du Doing Business de la Banque mondiale en particulier. Parmi les preuves visibles, la création d'entreprises en moins de 24 heures, l'opérationnalisation du guichet unique foncier, la simplification des formalités maritimes et des impôts, la garantie de sécurité juridique, la numérisation des plans cadastraux, la dématérialisation de toutes les procédures douanières, les facilités d'accès au crédit pour les entreprises. Et la liste est assez longue. Toutes ces mesures ont conquis les opérateurs qui n'hésitent pas à investir au Togo. Et ce sont plus de 13 000 entreprises qui se sont installées en 2022. Le chef de l'État a donc eu raison de miser sur la cellule climat des affaires qui coordonne depuis plusieurs années déjà les efforts interministériels pour créer un environnement favorable aux affaires. De nouveaux chantiers sont en cours, notamment la digitalisation avec la mise à la disposition du ministère chargé de l'Habitat et du service du registre de commerce et de crédit des serveurs de dernière génération. Des équipements qui ont renforcé le système de délivrance du permis de construire et qui facilite aux entreprises l'obtention du numéro RCCM. Toutes ces initiatives, combinées à celles en cours, n'ont pour but que de créer des richesses dans l'économie togolaise.
créer des richesses et créer de l'emploi également. La 14e conférence des ministres en charge de l'emploi justement et de la formation professionnelle de l'espace UMOA s'est ouverte ce matin à Lomé. Au cœur de la rencontre, des questions d'emploi décent et la formation professionnelle. Les ministres en charge de l'emploi de l'espace veulent ainsi s'accorder sur une stratégie commune pour une meilleure promotion de l'employabilité des jeunes et des femmes. Et la rencontre a été présidée par Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé. Le compte rendu avec Christine Péché-Kialoudé. Au cœur de la 14e conférence des ministres en charge de l'emploi et la formation professionnelle dans l'espace UMOA s'inscrit la question d'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. C'est le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé qui a, au nom du chef de l'État Faure Sozimna Singbe, ouvert les travaux de la conférence. À ce rendez-vous de Lomé, les 8 pays de l'espace plus le Tchad vont s'accorder sur un nouveau dispositif de veille informationnel et communicationnel efficace à même de booster l'emploi décent et l'insertion socio-professionnelle dans l'espace. Au regard des mutations et des métamorphoses que subit le marché du travail, face à une jeunesse non préparée pour s'y adapter aisément, il était devenu nécessaire, voire impérieux, de procéder périodiquement en une sorte de veille économique active à l'évaluation du double secteur formation-emploi afin de l'arrimer aux exigences d'un environnement de travail de plus en plus dynamique. Au regard des défis communs en matière d'emploi, les États devront investir massivement dans le capital humain, faciliter et encourager la transition des jeunes de la formation à l'emploi. En saluant les efforts déjà consentis par chaque pays pour le bon fonctionnement de la dynamisation de votre organisation, la Commission de l'UMOA, par ma voix, vous assure et vous rassure de son soutien, de son accompagnement pour l'atteinte de ces objectifs partagés. Vous me permettez, au nom du président de la commission de l'UMOA, M. Abdoulaye Diop, de bien vouloir transmettre à son Excellence M. Faure Sozima Gnassingbe, président de la République togolaise, son infinie reconnaissance pour avoir autorisé la tenue de cette 14e conférence des ministres de l'espace UMOA en charge de l'emploi et de la formation professionnelle en terre togolaise, terre d'hospitalité légendaire. Les difficultés d'accès à l'emploi décent sont des menaces à la stabilité et à la paix, ainsi qu'à la cohésion sociale. Le chef de l'État Faure Sozimna Singbe, pour répondre plus efficacement aux ambitions de développement du pays, a fait de la promotion de l'emploi des jeunes et l'insertion socio-professionnelle un axe phare de sa vision, relève le chef du gouvernement. Le premier pilier est, en toute évidence, l'amélioration de l'environnement des affaires. Dans notre pays, vous pouvez créer votre entreprise en quelques heures et depuis chez vous. De même, la digitalisation est mise à profit pour rapprocher les acteurs des administrations. Ainsi, plus d'une centaine de démarches aujourd'hui sont disponibles sur un site du gouvernement qui est dédié aux démarches administratives. L'environnement attractif pour développer des affaires et pour sécuriser ces affaires. Le deuxième pilier est celui de la formation. Les IFAD sont déjà ouverts dans des domaines comme l'aquaculture, l'élevage, le bâtiment, les énergies renouvelables. Tous ces secteurs sont essentiels pour notre économie et les jeunes qui sont formés ont la chance d'une plus rapide, d'une meilleure insertion professionnelle. Le troisième pilier repose sur la création d'opportunités économiques qui permettent aux jeunes formés de trouver des emplois décents. Ainsi, la mise en place d'une plateforme industrielle à Adétikopé, à près de 15 km du port autonome de Lomé. 2 ans après l'ouverture de cette plateforme,
Près de 3000 jeunes Togolais sont employés dans le domaine du textile sur ce site pour la confection des vêtements. C'est une fierté, une grande fierté pour nos jeunes et pour nous, les Togolais. C'est seulement à ce prix que nous ferions avec les jeunes, mesdames et messieurs, des sauts qualitatifs qui nous permettront de les garder dans nos pays, de développer nos pays. C'est le lieu de réitérer nos admirations au président de la République togolaise, Faure Essaouira Gnassingbé, pour la vision intégrée, la vision holistique sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la jeunesse. Cette conférence va être sanctionnée par des recommandations sensibles aux défis liés à la promotion de l'emploi décent en faveur de l'intégration économique régionale. Et économie, cette fois en prélude à la remise des awards de la marque OAPI ce soir lors d'un dîner de gala. Les opérateurs économiques se sont retrouvés dans la matinée à Lomé à l'initiative de l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, ceci pour échanger sur des enjeux liés à la protection de la marque. L'idée est ainsi de permettre aux entreprises d'être plus compétitives sur le marché de libre-échange continental. Les précisions dans ce reportage de Carmen Madji à Katou. Toute entreprise, pour se développer, doit acquérir un avantage compétitif lié à sa capacité de créer une position avantageuse. Et donc, la marque, qu'elle soit de produit ou de service, se présente comme un outil conférant cet avantage à l'entreprise. À cette rencontre, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, veut amener les entrepreneurs, chefs d'entreprise et porteurs de projets à s'imprégner de son mécanisme de protection de la marque. Les opérateurs économiques vont concrètement apprendre un certain nombre de stratégies. Par exemple, lorsque vous êtes sur un marché de libre circulation des produits, ça veut dire que vos produits vont être confrontés aux produits venant d'autres pays. Et donc pour cela, on va leur montrer comment il faut disposer d'une marque très forte qui peut résister à la concurrence des pays. On va leur montrer également comment avoir des stratégies de développement de la marque pour aller au-delà du marché local. Donc c'est tout un ensemble de techniques, marketing et autres qu'on va leur apprendre. Par exemple, un opérateur économique, il va créer des marques. Lorsqu'il s'agit d'un produit qui va aller sur le marché togolais, il y a le goût du consommateur togolais. Mais si vous devez aller sur le marché de l'Afrique du Sud, ce n'est pas forcément les mêmes goûts. Et donc, votre marque doit être adaptée au goût, par exemple, du marché sud-africain. Et donc, c'est des choses, des recettes pratiques qu'on va leur apprendre. L'enjeu est de faire des marques des instruments stratégiques dans la conquête des marchés nationaux et internationaux. Hier 14 septembre, un accident est survenu au port de pêche de Bétiobi. Il s'en est suivi alors des spéculations sur les réseaux sociaux faisant état de décès à la suite du drame. Et ce vendredi, justement, le ministre en charge de l'économie maritime est allé sur les lieux, histoire d'avoir des précisions sur les circonstances de l'accident et s'enquérir de l'état des pêcheurs. Le compte rendu avec Sandra Aziagbe. Jeudi matin, un peu après 7 heures, les marins regagnaient le nouveau port de pêche après leur sortie en haute mer. Les vagues se déchaînaient, comme le témoignent ces images partagées sur les réseaux sociaux. L'atmosphère était empreinte de désolation, avec des dégâts matériels évalués à plusieurs centaines de millions et de graves blessés, dont voici un exemple. Heureusement, aucun décès. En partant, la mer n'était pas aussi mauvaise que ça. Et hier, quand les petits pirogues revenaient de la pêche, ils se sont heurtés à l'agitement de la mer. Et puis, la roule était tellement haute et que ça a pris ces pirogues et les a jetés contre les tête-à-poudre. Donc, parmi les trois pirogues, les deux de grande taille ont été complètement endommagées et on ne les a pas pu récupérer. Bon, on a connu 6 blessés, dont 2 graves, puisque eux, depuis hier, ils étaient dans le coma. Celui qui était venu ce matin, puisque nous, on le connaît déjà mort hier. La mer l'avait pris par-dessus les rochers et sa tête était cognée contre les étapes d'en bas. Donc, c'était fracturé.
Donc, il était tombé, évanoui en même temps, parce qu'on le croyait déjà mort. C'est ça qui a circulé sur les réseaux, comme quoi il y avait eu des morts. Lors de sa visite, le ministre a apporté un soutien chaleureux aux marins avant de les encourager à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité. Il les a également assurés de la poursuite des travaux. Nous sommes venus nous enquérir de la situation au port de pêche et nous avons discuté avec la communauté des pêcheurs et nous avons proposé des mécanismes d'urgence, notamment un mécanisme d'assistance rapide. Un second mécanisme, c'est aussi de voir si, lorsque les marées sont très hautes, nous pouvons dévier certaines pirogues de pêche. À ce jour, nous rendons grâce à Dieu, nous ne déplorons aucun mort. Nous avons déploré hier 2 blessés graves, mais ces blessés graves ont pu recevoir les soins appropriés. Ils ont quitté l'hôpital, regagné leur domicile. Un d'entre eux a même pu faire le déplacement du port de pêche ce matin. Quand le drapeau est rouge, normalement, il ne faut pas aller en mer. Quand il est jaune, ça veut dire qu'on peut aller, mais il faut faire attention. Et quand il est vert, ça veut dire qu'ils ont l'autorisation d'aller en mer. Avant la reprise des activités au nouveau port de pêche Sisak-Béthiogbe, il est impératif que chaque pêcheur se renseigne sur les conditions météorologiques. L'Agence nationale de la météorologie, justement, a initié du côté de Bab dans le Wawa une rencontre d'information, non pas à l'endroit des pêcheurs, mais plutôt des producteurs agricoles. Il s'agissait de partager avec eux les prévisions météorologiques pour une meilleure pratique agricole en cette période, en cette petite saison de pluie. Le compte rendu avec Sylvain Abdou depuis Atakpami. Des prévisions météorologiques, surtout de la petite saison des pluies au sud Togo, partagées avec les acteurs de la chaîne de valeur agricole, notamment les producteurs. Il s'agit pour ANAMET, Agence nationale de la météorologie, d'informer les acteurs sur le comportement de cette pluviométrie en vue des dispositions à prendre en ce qui concerne par exemple le choix des cultures à faire pour qu'elles puissent résister et donner un bon rendement. Une information pour également leur permettre de mesurer les enjeux avant toute production, c'est-à-dire le semis. Nous sommes à Badou aujourd'hui pour faire la diffusion de ces résultats auprès des producteurs et les petits producteurs pour en profiter. Il faut que les producteurs arrivent vraiment à maîtriser cette saison avec un encadrement approprié et voir quels sont les enjeux qui peuvent en découler. Et la saison telle que nous avons décrite cette année, elle sera un peu acceptable parce que il y a déjà des début précoces, c'est déjà installé. C'est ce que nous sommes là pour pouvoir échanger et voir dans quelle mesure on va exploiter ces pistes comme stratégie pour pouvoir arriver à un bon rendement. Le but, c'est d'éveiller les producteurs et surtout les amener à analyser à chaque fois les prévisions avant d'opter au choix des cultures des plantes, notamment les cycles courts, mais aussi leur donner des orientations pour que ces choix répondent favorablement aux prévisions. Ceci pour assurer la sécurité des plants, améliorer la production et maintenir une meilleure productivité agricole. Et les mauvaises prévisions météorologiques seraient l'une des causes, justement, l'une des raisons de la catastrophe survenue en Libye. Selon l'ONU, ces milliers de morts auraient pu être évités s'il y a eu des alertes. Le représentant permanent de la Libye auprès de l'ONU, Taher El-Soni, a qualifié les inondations dévastatrices qui ont frappé l'est de ce pays de phénomènes inédits. De son côté, Petteri Talas, directeur de l'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU, a lui estimé que la plupart des morts auraient pu être évitées si le service météorologique avait fonctionné normalement. Je ne peux donc pas vraiment confirmer les chiffres définitifs, mais il s'agit vraiment d'un niveau de magnitude élevé. Et je crains que nous n'entendions des chiffres vraiment importants. Les autorités de l'Est de la Libye, jeudi, dans la ville de Benghazi, ont approuvé un budget de près de 2 milliards de dollars pour aider les zones touchées par les inondations, alors que le nombre de morts a atteint 11 000. Le Parlement a également annoncé la formation d'un comité chargé de suivre les mesures à prendre pour faire face aux conséquences des inondations.
L'actualité ce vendredi, c'est également cet état d'urgence décrété sur l'île italienne de Lampedusa pendant que près de 7000 migrants y ont débarqué en seulement 24 heures. Regardez. Le chaos dans le centre d'accueil de Lampedusa. Les migrants s'enfuient devant des policiers italiens qui baissent les bras. Et pour cause, 4000 personnes s'entassent dans ce camp prévu pour 400 réfugiés. Ils viennent du Soudan, de Guinée ou du Tchad, parfois secourus, comme ici, directement par les habitants de l'île. On attend une ambulance, la Croix-Rouge, je ne sais pas, quelqu'un. Ils sont arrivés à bord de ces embarcations, plus de 120 en à peine 3 jours. 7000 réfugiés d'Afrique noire qui tentent la traversée après la fin des intempéries. Leur point de départ, Tripoli en Libye et surtout le port de Sfax en Tunisie, moins contrôlé. Pour faire baisser la pression, l'Italie les évacue vers la Sicile, à bord de ses ferries, alors qu'elle doit en théorie étudier leur demande d'asile. Ils partent ensuite vers le nord de l'Europe, c'est-à-dire Ventimille, à la frontière française ou vers la Suisse. La France annonce renforcer ses contrôles à la frontière, à Menton. Depuis le début de l'année, 115 000 migrants ont emprunté cette route, un record depuis 2016. Retour en page nationale où des victimes de catastrophes naturelles viennent de bénéficier d'un don qui vient du chef de l'État, Foresta Zimna Nyazingbe, un don vivre et non vivre pour les soulager en cette période difficile. L'opération pour le compte des plateaux a été lancée du côté d'Atakpamé et va prendre en compte chaque préfecture où les victimes ont été recensées. Le compte rendu sur place avec Sylvain Abdou. Environ 8069 personnes issues de 1214 ménages victimes des catastrophes naturelles vont bénéficier de ce don du chef de l'État, Foresta Zimna Nyazingbe. Un don de vivre et non vivre pour voler à leur secours et mieux les assister à réparer les dommages dont elles sont victimes. Chaque ménage va recevoir un kit histoire de réparer les toits décoiffés et remplacer quelques matériels perdus. Nous avions été victimes d'un grand vent qui a emporté nos toits. Donc, avec nos cris, le chef de l'État n'a pas laissé tomber nos problèmes. Il nous a présenté des tôles, des maïs, le riz, pour soulager nos problèmes. Donc, nous remercions le chef de l'État, son Excellence le président, Foresta Zimna Nyazingbe, pour ses bienfaits, que Dieu Tout-Puissant lui rend au centuple ses bienfaits. L'opération est donc lancée ici pour le compte de la région des Plateaux. Ceci pour permettre à chaque préfecture de mener cette action pour que ce geste humanitaire du président de la République puisse toucher les victimes concernées. Il consiste à venir en appui aux personnes qui sont victimes de calamités naturelles et ou anthropiques. On procéder au lancement de cette distribution qui va couvrir toutes les autres préfectures de la région. Nous avons profité pour dire aux victimes de créer leur environnement, de ne pas construire dans les zones inondables, de planter beaucoup plus d'arbres afin de freiner ce phénomène de vent violent, ce phénomène d'inondation. C'est une occasion aussi de dire un sincère merci aux plus hautes autorités du pays, en premier lieu le chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de la population togolaise. Ce programme d'assistance aux victimes est une action du chef de l'État et vise à soulager les personnes victimes des calamités naturelles, mais aussi une occasion pour les appeler à une prise de conscience afin de les amener à protéger leur environnement et éviter à l'avenir ces genres de situations. Du côté du village d'enfants SOS à Lomé, l'heure était également à la bienfaisance et les bienfaiteurs, c'était les représentants de l'ambassade de Chine au Togo, allaient leur offrir des vivres et non-vivres. Le compte rendu de la cérémonie de remise avec Yasmine Kodia. 45 enfants vulnérables du village d'enfants SOS ont bénéficié d'une consultation bénévole de la 25e mission médicale chinoise à l'orphelinat. Il s'est agi des consultations ophtalmologiques, nutritionnelles, mensuration basique et autres. Mais bien avant, ils ont reçu des kits scolaires, médicaux, des vivres et non-vivres de l'ambassade de Chine au Togo.
Chaque année, l'ambassade de Chine accompagne SOS Village d'enfants au Togo en lui donnant les dons en vivres et non vivres afin de pouvoir contribuer à prendre en charge les enfants privés de la prise en charge parentale. Et nous le remercions. L'ambassadeur de la Chine au Togo réaffirme son engagement à accompagner le village d'enfants SOS. Il s'est réjoui des efforts et le bien-être des pensionnaires et a félicité les acteurs qui contribuent à l'épanouissement de ces enfants. C'est pour la 4e année consécutive que je suis venu ici au village SOS d'enfants. Le gouvernement togolais accorde une grande importance à l'amélioration du bien-être de la population. Pour nous, nous sommes toujours aux côtés de nos amis togolais pour assurer une meilleure vie pour la population et surtout pour la couche vulnérable. Une dizaine d'activités de solidarité ont été organisées au profit des populations vulnérables. La Chine, fidèle au concept de développement, partage et travaille de concert avec le Togo dans la protection des enfants. Depuis quelques années, la Chine intervient dans l'éducation des enfants et des jeunes au Togo. Cérémonie d'hommage ce matin à feu préfet de Golfe à Tabou Kossi Dinefa. Il est décédé le 4 août dernier à quelques pas de la retraite. Et ce matin, membres du gouvernement, autorités politiques, administratives et traditionnelles étaient tous réunis à la préfecture du Golfe, son désormais ancien bureau, pour un dernier hommage et lui dire surtout adieu. Le compte rendu avec Dodo Waré. Dernier passage de Kossi Dinefa Richard à Tabou à la préfecture du Golfe. Sa maison professionnelle, là où il exerçait encore ses fonctions en tant que préfet avant que la mort ne mette fin à sa carrière. Une brusque disparition dont ses collaborateurs ne s'en remettent pas. Je voudrais laisser transparaître, à travers mes sentiments, l'ardeur et la reconnaissance des uns et des autres, nous, vos collaborateurs ici réunis, pour t'assurer de nos prières de tous les jours jusqu'à ton entrée au paradis. Tu resteras pour nous un modèle de vertu, de courage, de dévouement, de foi, d'humilité et d'amour. On reconnaît également à feu à Tabou Kossi Dinefa Richard ses mêmes qualités au sein de la police nationale. Il était commissaire divisionnaire et a occupé plusieurs postes au sein de l'institution policière grâce à son professionnalisme et à sa dévotion au travail bien fait. Pour ses frères d'armes, il laisse un grand vide difficile à combler. Le commissaire divisionnaire à Tabou Kossi, que nous pleurons aujourd'hui, a servi avec loyauté, intégrité, courtoisie et fermeté. Il était rigoureux avec tous ses collaborateurs et toujours soucieux du travail bien accompli. La police nationale perd un de ses valeureux hommes. Chef, chers collègues à Tabou, tu vas énormément nous manquer. Il va manquer aussi à ses collègues préfets avec qui il partage les valeurs concitoyennes et aux maires à qui il donnait des orientations pour le bien-être des populations. Tous les préfets du Togo et les populations de la région maritime en particulier vous demeurent reconnaissants pour tous vos précieux et loyaux services rendus à la nation togolaise. Feu à Tabou, tu as œuvré avec ténacité et efficacité pour le bonheur de nos différentes communes. Tu as su nous marquer de ton empreinte à travers ta franchise et ton intégrité. Un adepte du travail sans repos, d'après le ministère de l'administration territoriale qui comptait encore sur lui. Feu préfet, tu as fini ta brillante et exceptionnelle course sur la terre. Ton nom, inscrit jamais dans l'histoire du Grand Lomé, restera gravé dans nos mémoires. Va et repose en paix. Des larmes aux yeux, la famille du préfet à Tabou place quelques mots à l'endroit du chef de l'État. L'opportunité qui m'est donnée de me tenir devant vous est pour exprimer la reconnaissance
et adresser les vifs remerciements des familles Atabou, Botri, Agnégué, des familles parentes et alliées, à la plus haute hiérarchie de notre nation. J'ai nommé son Excellence Monsieur Faure Essosina Gnassingbé, qui, depuis qu'il a appris le décès de notre très cher et regretté fils, frère, époux, père, n'a cessé de manifester son attachement aux familles éplorées par des actes concrets qui nous sont parvenus. Atabou Kossi Richard reposera à partir de demain à Agou Gadiaoupé dans les plateaux. Condoléances à la famille éplorée. Et puis, une information plurielle pour terminer cette édition. La CET a une chorale, dispose d'une chorale, elle s'appelle Lumière. Et cette année, la chorale Lumière fête ses 20 ans. Et la célébration de cette 20e bougie, on doit s'en douter, a été donc avec faste dans la joie et l'allégresse, comme nous le relate Sandra Aziagbe dans ce reportage. La chorale Lumière célèbre 2 décennies d'existence, 2 décennies de grâce qui ont illuminé son parcours. En cette occasion spéciale, il n'y a qu'un mot à dire, merci Seigneur. Des cantiques et des chants composés ont été interprétés avec une grande précision, couvrant une variété de registres musicaux. L'ambiance était électrique avec des performances allant du classique à l'opéra, interprétées par le groupe artistique Orion, spécialement invité pour l'occasion. Pour marquer la solennité de cet événement, le chœur Grâce Divine a élevé ses voix dans un grand Alléluia, remplissant la salle d'une aura spirituelle palpable. Les attentes du public clairement comblées ont fait de cette soirée un véritable triomphe. La soirée a été très très belle. Ils ont chanté. Voilà. Déjà que j'aimais la chanson depuis TikTok et ils ont chanté. J'ai bien dansé. J'ai aimé le choix des morceaux et je tiens à féliciter aussi les autres groupes. C'est magnifique. La chorale Lumière de la compagnie Énergie électrique du Togo a exprimé sa volonté de faire encore davantage et mieux après ces 20 années de parcours. Je remercie tout le public qui s'est déplacé pour venir nous suivre, pour venir nous acclamer. Nous voulons faire connaître la chorale à l'extérieur parce qu'il y avait eu un partenariat comme ça entre le football club de la CET et le football club de la CEB. Donc nous voulons faire la même chose. Quelques membres d'honneur et actifs au cours de la soirée ont été félicités pour leur assiduité. La soirée s'est clôturée en beauté avec des chansons populaires et des comptines. Dans le style High Life, apportant une touche de gaieté à ce méga concert spirituel inoubliable. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et excellente suite de nos programmes. Bonsoir.